Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Salut mes camarades. Bonsoir Elisabeth. L'actualité internationale, c'est le durcissement de la politique migratoire de l'Union européenne, entériné avant-hier par les 27 ministres de l'intérieur des pays membres. 3 textes qui vont permettre d'encadrer plus strictement les arrivées et renvois d'exilés. Le maître mot, selon les responsables européens, c'est maîtrise. I would say a migration policy in place in the interest of the Europeans. That is important, ensuring that we are in control of who can come to the European Union, who can stay and who has to leave. It's a sort of turning point. Alors, quelles seront les applications concrètes? Ce durcissement vise-t-il à contrer la montée dans les urnes des partis européens d'extrême droite ou revient-il à céder aux revendications de cette même extrême droite? On en débattra avant de retrouver nos chroniqueurs adorés, Marie Bonisseau et Xavier Maudieu, à la fin de l'émission. Oui, Elisabeth, aujourd'hui sort, vous savez, en librairie, le journal d'un prisonnier. C'est l'ouvrage écrit par notre ancien président, Nicolas Sarkozy, pendant son séjour en prison. Un moment de l'histoire de la littérature carcérale dont je vous parle tout à l'heure. Et vous, Marie? Quand la NBA sauve le Made in France. Je vous raconte l'histoire d'un basketteur millionnaire, Rudy Gobert, qui a tiré de la panade un petit fabricant de meubles vendéen parce que c'était son tout premier sponsor. Une belle histoire. C'est un conte de fées. À tout à l'heure. Et pour commencer, un témoignage rageur et salutaire. Comment survivre à l'abandon, à l'inceste, au viol en réunion, au mauvais traitement dans un internat religieux de rééducation du Bon Pasteur et réussir à s'accomplir sans s'auto-détruire. C'est le cas de Fabienne Bichet, directrice de casting dans le cinéma français, qualifiée à 9 ans, en 66, de mauvaise fille vicieuse et déviante. Elle balance tout dans un brûlot. On la retrouve tout de suite. Fabienne Bichet, bonsoir. Bonsoir. Je vous présente Anna Ndiaye et Benjamin Sportouche. Bonsoir. On a été saisis, je dois dire percutés par votre ouvrage, Moi, Fabienne B, Mauvaise fille, publié chez Textuel. On va parler du contenu de ce cri de colère et de rage et d'émancipation. Mais je me disais, s'il n'y avait pas eu MeToo et puis les récits de Vanessa Springora et de Camille Kouchner, entre autres, vous n'auriez peut-être pas eu l'audace d'écrire ça à votre tour? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. J'ai écrit ce livre parce que c'était le moment pour moi. Et après, c'est l'histoire qui m'a rattrapée. C'est pas le contraire. C'est pas le contraire. On va évoquer ce qui vous est arrivé, Fabienne Bichet, avec votre profil idéal signé Gaël Legras. Fabienne Bichet, dans Moi, Fabienne B, Mauvaise fille, vous évoquez votre jeunesse, les violences physiques, psychologiques et sexuelles que vous avez subies. Alors comment, à partir de ce que vous appelez un mauvais départ, une reconstruction est-elle possible? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. Abandonné par votre mère à la naissance en 1956 à l'Hôtel-Dieu à Paris, vous êtes placé à l'assistance publique. À l'âge de 3 ans, votre mère réapparaît et vous emmène dans la famille de son nouveau mari. Vous vivez dans une ferme du Jura à Salins-les-Bains, votre mère fuit à nouveau. Lorsque vous avez 7 ans, le grand-père vous emmène souvent dans la grange. Je n'ai aucune échappatoire, alors lentement, je fais ce qu'il me demande. 2 ans plus tard, vous êtes enlevé par 2 hommes qui vous conduisent au Mans, dans la famille de votre mère. Là, vous vivez à 15 dans un 3 pièces et vous êtes battu. Les services sociaux vous placent au Nid, un pensionnat mixte près de Cherbourg. Vous avez 9 ans, le plus grand des garçons vous fait aussi subir des sévices sexuels. Vous êtes viré, considéré comme une fille déviante et vicieuse. À l'âge de 14 ans, vous êtes envoyé à la congrégation religieuse du Bon Pasteur à Toulouse. Vous devez nettoyer les sols à genoux, laver les serviettes hygiéniques des nonnes et vous êtes bastonné à la moindre incartade. C'était du dressage, pas de l'éducation. On faisait ce qu'on nous disait par soumission. Une fois majeur, vous travaillez dans un restaurant, vous rencontrez un garçon, subissez d'autres viols, manquez d'être vendu à un réseau de prostitution, puis vous quittez Toulouse en autostop. Le conducteur vous mène jusqu'à Fontainebleau. Une fois que j'ai mis 800 km entre ma vie d'avant et ma vie d'après, j'ai pu construire une vie professionnelle extraordinaire. Vous faites preuve de détermination, cours par correspondance, aide-soignante à l'hôpital, responsable d'une équipe d'hôtesse aux 24 heures du Mans et vous organisez des castings pour le cinéma. Vous commencez par L'école est finie du réalisateur Olivier Nolin. Vous travaillez sur Le dernier métro de François Truffaut, La passante du sans souci de Jacques Rouffio. Vous rencontrez Philippe Noiret, Isabelle Huppert, Harrison Ford. Liez une amitié avec Jean-Paul Belmondo et vous devenez directrice de casting. Aujourd'hui, vous écrivez « Il n'y a pas qu'une seule manière de survivre. Moi, j'ai construit sur les ruines ».
Sur les ruines. J'étais quand même très mal partie. Vous étiez quand même très mal partie, abandonnée par votre jeune mère. Elle avait 20 ans en 56. Elle ne supportait pas la honte qui était associée à ce statut de fille-mère. Et vous vous retrouvez quelques temps plus tard à l'assistante publique avec ce matricule, ces lettres de feu, quoi, 559 21 RT 56. Et tout commence comme ça. Oui. Même pas un nom, juste un numéro. C'est ça. C'est ça. D'ailleurs, je porte ni mon nom ni mon prénom, en fait. Fabienne Bichet n'est pas votre nom et n'est pas votre prénom. Mais non, je suis née sous X, donc je ne sais pas. Au départ, je suis née sous X et je suis mariée. Mais sauf que comme j'ai construit toute mon identité professionnelle sur mon nom de jeune fille, Fabienne Bichet, qui est le nom de Maurice Bichet qui m'a adoptée. Votre père adoptif. Père adoptif. Donc, en fait, et mon prénom, c'est pas celui-là. Vous avez été confronté à des hommes qui étaient tous des prédateurs, sauf ce père adoptif, Maurice Bichet. Oui. Et par contre, le père de ce père adoptif est l'homme qui, quand vous aviez quelques années, vous aviez 6 ans, 5-6 ans à peine, sortait la ceinture de son pantalon et baissait son pantalon. Voilà. Et se livrait à des sévices. Oui, c'est ça. Tout était idyllique à la ferme, sauf ça. Fabienne Bichet, comment peut-on arriver à 9 ans dans une congrégation qui est censée aider les enfants en perdition, et comment peut-on se faire traiter à 9 ans de fille déviante et vicieuse? Comment est-ce que ça peut arriver? Parce que ce sont des religieuses que j'avais déjà été confrontée à la sexualité et que forcément c'était de ma faute, c'est l'époque qui voulait ça. Donc j'étais déjà coupable. Et j'ai été coupable de tout jusqu'à la fin, puisque la phrase qui était derrière, c'est « il faut la placer dans un pensionnat exclusivement de filles ». Mais avec cette étiquette-là, j'ai fini au Bon Pasteur. Et au Bon Pasteur, au lieu de nous protéger, ils achevaient on nous dressait, ils achevaient la destruction psychologique. Mm-hmm. Et vous n'êtes pas allé chercher de l'aide auprès des autorités, auprès d'un commissariat, par exemple? Pourquoi? Puisque c'était de ma faute, de quoi j'allais me plaindre? Parce que j'étais coupable. De quoi j'allais me plaindre? D'autant plus qu'en plus, dans les commissariats de l'époque, il n'y avait que des hommes. Pour eux, ça ne fait pas une grosse différence, un acte choisi ou un acte soumis. Et vous étiez une très jeune adolescente. Oui, et puis j'avais plus confiance du tout dans le monde des adultes, et encore moins dans les institutions. Fabienne Bichet, depuis le scandale Betaram, on en a beaucoup parlé l'année dernière, l'enseignement catholique s'est engagé à lutter contre toutes les violences faites aux enfants. On va en parler évidemment avec vous et avec Anna. Oui, le mois dernier, les évêques de France se sont réunis à Lourdes pour leur assemblée d'automne et ils ont annoncé un grand plan sur 10 ans pour tenter de comprendre et de prévenir les violences physiques et sexuelles systémiques dans l'enseignement catholique. Ils ont également rappelé que les audits de 600 internats qui avaient été promis à la fin du mois de juin devraient s'achever d'ici l'été 2027. Et de son côté, une commission d'enquête parlementaire sur les violences dans les établissements scolaires avait-elle rendu un rapport, pareil au début de l'été, avec 50 recommandations. Et parmi celles-ci, la création d'une cellule nationale qui s'appellerait Signal Éduc pour pouvoir recueillir les signalements des victimes, des parents d'élèves et des personnels enseignants. Vous avez subi des violences physiques, psychiques dans cette congrégation du Bon Pasteur à Toulouse. Aujourd'hui, est-ce que vous faites plus confiance à l'Église ou à l'État pour tenter de faire progresser les choses? Je fais plus confiance aux associations qui sont en proximité, qui sont en proximité des situations, qui sont sur le terrain. L'État, c'est pas son rôle, quoi. Et vous avez rejoint des associations, vous êtes au sein d'associations qui aident et qui font en sorte d'anticiper et de prévenir pour que ça ne se reproduise pas? Je suis en train de préparer un module de formation pour les éducateurs qui travaillent avec les enfants en justice. Ça, c'est nouveau. Oui, parce que après avoir vécu quand même pendant 20 ans les pires sévices, physiques, sexuels, physiques et sexuels, à nouveau, inceste et bien sûr sévices psychologiques, il y a quelque chose qui a fleuri, qui a germé en vous. D'abord, vous avez voulu être infirmière, ensuite vous avez travaillé en soins palliatifs et vous avez voulu aider les autres dans une forme de fraternité et de solidarité. J'aurais été une formidable infirmière si l'hôpital ne m'avait pas renvoyée. Pourquoi vous a-t-il renvoyée? Parce que j'avais des valeurs qui étaient les miennes, parce que j'avais une éducation relative. Et que vous étiez trop libre. C'est ça, mais je ne comprenais pas pourquoi on obligeait les malades à boire de l'eau.
Donc moi, je refaisais leurs courses. Et alors, vous avez une volonté de faire parce que vous avez pris des cours par correspondance et vous avez, par ce biais, aimé la lecture, ce qui vous a sauvé aussi. Il y a plusieurs choses qui m'ont sauvée. La première, c'est que on m'a toujours dit que j'étais coupable. Donc à partir du moment où je suis coupable, ça ne peut venir que la transformation ne peut venir que de moi. Donc quelque part, c'est une mauvaise chose, mais en même temps, je pouvais trouver puisque j'étais coupable, je pouvais trouver le ressort que en moi. J'étais beaucoup battue, violentée, violée, séquestrée. Enfin, j'ai vraiment vécu des choses difficiles. Et en même temps, je m'accrochais à mes jobs de serveuse, parce qu'à ce moment-là, j'étais serveuse. Et mon moteur, c'est que je voulais qu'on m'aime. Et vous vouliez verbaliser aussi. Et je voulais verbaliser. Et vous lisiez. Je criais beaucoup, parce que je pensais qu'il me manquait le verbe. Oui. Et même si, je ne sais pas si cette croyance est juste ou pas, mais c'est pour ça que j'en parlais aux serveuses qui m'ont fait connaître les cours par correspondance, le CNED, et je me suis accrochée aux cours de français, les rédactions, dissertations, lecture. La lecture m'a permis de me rendre compte qu'il y avait un autre monde possible que celui dans lequel je vivais. Et je pensais que pour changer de palier, il fallait que je change de langage. Et c'est ce qui m'a permis, c'est le deuxième point, c'est ce qui m'a permis de m'élever socialement, ce qui m'a permis d'être entendue, parce que quand vous criez, c'est un langage que personne ne veut comprendre. Donc vous avez adopté les codes des autres. Oui. Je crois d'ailleurs, quand vous étiez serveuse, votre premier salaire vous a permis de vous offrir le Lagarde des Michards. Et Lagarde des Michards. C'est ça. Et là, tout d'un coup, un univers s'est ouvert à vous, Fabienne oui, Bichet. oui. Les extraits des Lagarde de Michards, c'était formidable. J'allais acheter les livres, pas toujours. Être mauvaise fille, c'est ce qu'on disait de vous, mauvaise fille, perdue, vicieuse, déviante. Vous avez retourné le stigmate d'une certaine façon en exerçant votre métier de directrice de casting dans le cinéma avec liberté, de façon fantasque, avec fantaisie, sans aucune limite, je crois. Oui, c'est ce que disent les gens de vous. Mais c'est parce que j'ai converti mes souffrances en force, mes manques en recherche, mes peurs en vigilance, et tout ça, ça a été des outils formidables pour travailler dans le cinéma. Et puis comme j'étais incompétente, mais j'avais gagné la confiance, mais j'étais incompétente, donc heureusement que j'étais hyperactive. L'hyperactivité, au début, c'était pour oublier que j'avais mal, pour pas être retournée sur moi, mais cette hyperactivité m'a sauvée aussi, parce que je travaillais 18 heures par jour. Il fallait bien que je compense le fait que je ne savais rien faire. Vous avez 3 enfants. Est-ce que vos 3 enfants ont lu cet ouvrage ? Aucun des 3 l'a lu. Aucun des 3 n'a eu le courage, l'amour, la volonté ou l'étourderie de vouloir découvrir ce que vous avez écrit là, votre vie, votre existence ? Ils savent ils savent beaucoup de choses quand même. Quand il y a eu la projection du documentaire « Mauvaise fille » dans lequel je donnais mon témoignage, les 2 plus jeunes sont venus à la projection. Pas l'aîné. Ça les a un peu secoués. Et donc l'aîné, il a peur. Et non, mes enfants n'ont pas encore, ils sont pas prêts. Et moi, je les force pas. C'est pas le moment pour eux. Vous avez pardonné à votre mère ? C'est pas une question de pardon. C'est qu'elle a jamais fait partie de ma vie en fait. Et elle est morte. Et c'est pas grave. Et la vie continue. Merci Fabienne Bichet, dont ce n'est pas le nom. Moi, Fabienne B, mauvaise fille. Incroyable. Aux éditions textuelles. Merci encore d'être venue dans 28 minutes. Et on va passer à notre débat sur les décisions prises en début de semaine par les 27 ministres de l'Intérieur de l'Union européenne. Durcissement de la politique migratoire pour, selon eux, mieux contrôler les entrées et les sorties dans l'Union européenne et décourager ceux qui voudraient venir en Europe. Quelles mesures concrètes y a-t-il des oppositions entre les pays du Nord et les pays du Sud de l'Europe, notamment l'Espagne ? Est-ce une réponse à la montée de l'extrême droite ? Est-ce que la France est prête à ce tour de vis? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Les mesures ont été adoptées au pas de charge. Lundi, les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne ont entériné un durcissement de la politique migratoire, sous l'impulsion du Danemark, qui assure la présidence tournante de l'UE et qui est devenu l'un des États européens les plus fermés. Je pense que dans quelques années, il sera évident que cette journée restera comme historique. Ces décisions prises aujourd'hui n'auront pas d'impact dès demain, mais elles auront des conséquences considérables dans les années à venir.
3 mesures ont été approuvées. Le renvoi des demandeurs d'asile vers des pays considérés comme sûrs, même s'ils n'en sont pas originaires. L'ouverture de centres en dehors des frontières de l'UE pour y renvoyer les migrants dont la demande d'asile aurait été rejetée. Et des détentions plus longues pour sanctionner ceux qui refusent de quitter le territoire. C'est important que nous donnions aux citoyens le sentiment que nous maîtrisons ce qui se passe. L'idée est de mettre de l'ordre dans la maison européenne. Ce tour de vis et les mesures qui vont avec réhabilitent en quelque sorte le centre de remigration italien construit en Albanie avant d'être bloqué par la justice. Seuls 2 pays ont exprimé leur scepticisme à Bruxelles, la France et l'Espagne. En Espagne, on évalue constamment le juste équilibre entre la solidarité et la responsabilité. Et nous estimons que le durcissement de la politique migratoire pourrait entraîner des violations des droits de l'homme. Alors comment se traduira ce renforcement des règles pour l'arrivée et le renvoi des migrants? Répond-il à une réelle pression migratoire ou à la pression exercée par la montée de l'extrême droite? La France est-elle prête à ce tour de vis? Nos 3 invités pour ce débat, Didier Lesky, bonsoir, directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Selon vous, les textes auxquels les ministres de l'Intérieur des 27 ont donné leur feu vert lundi répondent à la question de l'immigration irrégulière. Cela s'inscrit dans un contexte où des pays comme l'Allemagne ou la Grèce ont déjà pris des mesures de durcissement. À côté de vous, Marie-Laure Basilien, bonsoir madame. Bonsoir. Professeure de droit public, membre de l'Institut Convergence Migration. Selon vous, ce tour de vis, dont la création des hubs de retour ne respecte pas le droit international des droits de l'homme, eh bien on renvoie à l'occasion de ce tour de vis des étrangers en situation irrégulière dans des pays où leur sécurité et leur liberté pourraient être menacées. Et à côté de vous, Yves Bertoncini, bonsoir. Bonsoir. Consultant et enseignant en affaires européennes, vous enseignez à l'ESCP Business School et au Corps des Mines. Selon vous, l'Union européenne se saisit de ces questions un peu tardivement, car la gestion des frontières relève de la compétence des États. La France a validé le compromis, mais avec pas mal de scepticisme. On y reviendra évidemment, mais pour vous, Marie-Laure Basilien, on a vu le commissaire européen évoquer un tournant et même un jour historique. C'est le cas ? Alors c'est politiquement, symboliquement, médiatiquement utile pour lui de dire que c'est un jour historique. En fait, la proposition de règlement retour, elle a été déposée en mars, elle remonte à 2018 et elle était déjà dans les tuyaux en 2016. Elle se raccroche au pacte européen sur la migration et l'asile qui a été adopté avec ses 9 instruments en mai 2024. Donc, c'est dans une continuité, il n'y a pas de jour historique réellement. Très bien. Alors le mot du jour, Benjamin. Oui, avant-hier, les 27 pays de l'Union européenne ont ouvert la voie aux hubs de retour, autrement dit des centres qui se situent hors des frontières de l'Union européenne pour y envoyer les migrants dont la demande d'asile a été rejetée. On parle notamment de l'Albanie et du Kosovo. Alors cette mesure doit encore être validée par le Parlement européen en mars prochain. Yves Bertoncini, l'Union européenne a trouvé sa solution miracle pour traiter l'immigration avec ces hubs de retour? En tout cas, c'est ce que dit la Commission européenne, un élément de plus dans la boîte à outils qui est peut-être utilisé pour faire face à l'arrivée de migrants irrégulièrement sur notre sol. Le sujet de fond, c'est que quand les déboutés du droit d'asile le sont ou quand les migrants irréguliers économiques doivent repartir, il y a une exécution du taux de retour qui est de 25% seulement. Et donc, il y a l'idée de durcir. Alors d'abord, il y a d'autres éléments dans le compromis trouvé, durcir leur situation juridique, s'ils sont ici, allonger le nombre de jours de rétention, et puis en effet, soit de les faire réadmettre dans leur pays d'origine, soit s'ils ne veulent pas, eh bien, de les envoyer dans ces plateformes de retour, dans des pays tiers. C'est ça. Voilà. Sauf que ce n'est pas la première fois que cette idée flotte dans l'air et que jusqu'ici, opérationnellement, ça n'a pas vraiment fonctionné. Didier Lesky, l'Italie tente de le faire avec l'Albanie. Est-ce que c'est concluant ou pas? D'abord, je crois qu'il faut essayer d'avoir le contexte général. Depuis 10 ans, on a à peu près 10 millions de demandeurs d'asile qui sont rentrés dans l'Union européenne, avec un taux de protection qui varie en fonction des pays, mais qui ont généré en réalité des millions de personnes sans titre de séjour. En même temps, l'Europe, l'Union européenne, c'est un lieu où il y a une forte immigration régulière. Elle a augmenté de plus de 100%
c'est-à-dire des titres de séjour qui ont été donnés à des personnes pour qu'elles résident en Europe depuis 2015, depuis à peu près la même période qu'on a ces 10 millions de demandeurs d'asile. C'est par exemple l'année dernière plus de 3,5 millions de titres de séjour nouveaux qui ont été donnés à des personnes immigrées, c'est-à-dire qui viennent de pays tiers à l'Union pour vivre légalement dans l'Union européenne. Et le problème des États, c'est qu'à cette immigration régulière, qui fait qu'aujourd'hui, l'Union européenne, c'est 13% de la population qui est immigrée. Il faut comprendre que l'Asie, c'est moins de 3%, comme l'Amérique latine du reste. Et donc, ça se rajoute et ça crée auprès des opinions publiques quelque chose qui n'apparaît pas comme normal, si vous voulez. Et d'autant plus que l'Union européenne, elle a des difficultés économiques. L'Union européenne, c'est un endroit où on peut traverser la frontière à peu près sans risque. Personne ne traverse la frontière de manière irrégulière en Chine. Marie-Laure Bazilien, ces hubs de retour, ça vous choque, le fait qu'on projette de les ouvrir? D'abord, on parle de migrants en situation irrégulière, donc il faudrait voir d'où vient cette irrégularité. Donc ce sont des demandeurs d'asile qui ont demandé la protection internationale dont elle a été rejetée. Donc là, on peut s'interroger aussi sur les variations de reconnaissance de cette protection internationale entre les États membres. Ce sont aussi des personnes qui avaient un permis de séjour qui n'a pas été renouvelé parce qu'on a des structures au niveau national qui fonctionnent de manière dégradée, ce qui font qu'ils vont rentrer dans l'irrégularité. Vous avez une fabrique par l'administration de l'irrégularité. Et donc ces personnes, on n'arrive pas nécessairement à les renvoyer dans leur pays d'origine pour deux raisons. La première, c'est que ce pays d'origine ne va pas délivrer des laissez-passer consulaires parce qu'il ne veut pas les réadmettre. Le cas de l'Algérie, par exemple, on a vu ça on l'a vu récemment par rapport à la France. La deuxième raison, c'est qu'il y aurait violation du principe de non-refoulement. On n'a pas le droit de renvoyer une personne vers un territoire où sa liberté ou sa sécurité serait mise en cause. Or là, on propose de la renvoyer vers des pays avec lesquels il y a eu des arrangements. Mais pensons aux arrangements qui ont été passés. La Tunisie, l'Égypte, la Mauritanie, sont-ils vraiment des pays sûrs? Des pays sûrs, Didier Lesky, on dit que ça ne l'est pas. Moi, je crois que les sourcils pendant ce qui est sûr, c'est qu'il se passe quelque chose dans l'Union européenne. Et du reste, on a parlé ces derniers jours de la déclaration de Donald Trump vis-à-vis de l'Europe, enfin la vision stratégique. Moi, je suis assez frappé par le fait que hier, entre hier et aujourd'hui, le Premier ministre britannique, social-démocrate, et la Première ministre danoise font une déclaration ensemble pour dire qu'il faut modifier la Convention européenne des droits de l'homme pour essayer de ramener le plus de migrants irréguliers. C'est symbolique parce que ce sont deux partis sociaux-démocrates qui appartiennent à une entité qui est le Parti socialiste européen. Et donc on voit bien que tout ça percute le champ politique de manière importante, justement parce que la pression migratoire, elle est là. Attendez, on va aller plus loin à propos du Danemark, justement, vous allez réagir, avec Anna. Le Danemark est à la tête de la présidence tournante de l'Union européenne et qui fait office de modèle donc, pour le reste de l'Europe, ou qui se voit comme faisant office de modèle. Exactement, 860 demandes d'asile enregistrées en 2024, c'est le chiffre le plus bas depuis 40 ans, hors période Covid, et à peine 800 permis de séjour accordés entre janvier et octobre 2025. Il y en avait plus de 10 000 il y a 10 ans. Ces bons résultats sont à mettre au crédit des différents gouvernements qui se sont succédés ces dernières années, tous très stricts en matière d'immigration. Et je le précise à l'époque, très critiqués par les autres pays membres de l'Union européenne. Même le gouvernement social-démocrate de Mette Frederiksen, qu'on voit ici, pourtant de gauche, a continué à creuser ce sillon en allant jusqu'à reprendre à son compte les mesures du PPD, le Parti populaire danois d'extrême droite. Une loi dite de changement de paradigme a même été adoptée en 2019 et elle a permis, on va le voir, de limiter la durée des permis de séjour à 1 ou 2 ans maximum, de se donner la possibilité de renvoyer les étrangers, les réfugiés dans leur pays si les conditions le permettent. Il y a d'ailleurs eu un précédent avec les réfugiés syriens, de saisir leurs biens dès leur arrivée sur le territoire ou encore d'imposer des conditions très drastiques pour toucher les prestations sociales. Et puis sur la question de l'externalisation de la gestion des demandes d'asile, le Danemark a été pionnier avec le Rwanda en 2021, mais c'est un projet qui a été abandonné sous la pression de la Commission européenne. Et puis plus récemment, au mois de septembre, le discours sur l'immigration s'est durci au Danemark avec l'arrivée d'un nouveau ministre de l'immigration et de l'intégration, Rasmus Stoklund, on le voit ici, connu pour comparer les migrants condamnés par la justice, je le cite, à de mauvaises herbes. Yves Tontini, un gouvernement de gauche avec une politique migratoire très à droite, est-ce qu'aujourd'hui c'est le modèle qui est en train de se propager et qui
séduit autant les Européens. Rappelons ce qu'est le modèle danois, parce que, le modèle danois, c'est un petit pays qui n'est pas si attractif pour ça pour les demandeurs d'asile et les immigrants, beaucoup moins que l'Allemagne, beaucoup moins que la Suède, par exemple, ont pu l'être, le Royaume-Uni. C'est un pays qui a moins de 70 km de frontières terrestres à surveiller avec un seul voisin, l'Allemagne, puis 1 km et quelques avec le Canada. Donc en fait, c'est un pays dont les dirigeants peuvent, effectivement, puisqu'ils essayent de répondre à leur population, adopter des mesures aussi énergiques que ça. Voilà. Maintenant, raisonnons au niveau de l'Union européenne. C'est intéressant dans votre lancement d'avoir fait parler les représentants de l'Espagne, parce que vous voyez, l'Espagne est un pays qui a récemment accueilli pas mal d'immigrés, plutôt de manière légale, et qui s'en sort plutôt bien du point de vue économique, avec une croissance record. Et donc, moi, je ne crois pas qu'on puisse extrapoler le modèle danois à l'Union européenne dans son ensemble, même si, à l'occasion de la présidence danoise, c'était logique, ils ont poussé en avant un agenda qui était déjà là, avec des textes qui étaient déjà là, et qu'ils ont essayé de faire durcir des restrictions, mais qui, encore une fois, sont logiques, puisque quelqu'un qui ne doit pas rester sur notre sol a vocation à le quitter, et on en est à 25% d'exécution des taux de retour. Donc si ça peut s'améliorer, tant mieux. Marie-Laure Mazien, c'est vrai que ça vient d'un gouvernement social-démocrate, ça interpelle, on se dit, voilà, ils ne sont pas dans une politique extrémiste, et c'est validé par les opinions publiques européennes. Depuis les années 90, on a eu un discours qui s'est développé au niveau de l'extrême droite, qui ensuite, par capillarité, a diffusé dans la droite et s'est installé même dans le centre et même chez les sociaux-démocrates, qui n'est pas discuté. Ce discours nous dit le migrant est un danger, le migrant est une menace. En fait, si on regarde bien les politiques qui sont menées par Orban ou par Meloni, qui assènent ce genre de discours, ils font venir des centaines de milliers de migrants pour les régulariser, pour assurer le mode de fonctionnement de leur économie. Donc, s'empêcher de reconnaître la mobilité comme un facteur de croissance ou comme un révélateur de croissance est une manière, en fait, de satisfaire des positions d'extrême droite qui ont été nourries par un discours lui-même nourri de ses idées. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Je crois que c'est un peu facile de dire cela. D'abord, c'est pas vrai que la gauche n'a jamais réfléchi sur la question de l'immigration, à tort ou à raison. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Non, mais je vais le reprendre. À tort ou à raison, par exemple, on a beaucoup critiqué Georges Marchais à la fin des années 70, en 1980, qui dit, alors qu'il y a du chômage, une crise économique, c'est peut-être pas judicieux de faire venir d'autres immigrés, alors que nous avons déjà chez nous des Français ou des immigrés qui sont au chômage, etc. On est dans une situation, pour un certain nombre de pays, comparable. Et c'est pour ça qu'on a un mouvement de durcissement. Par exemple, l'Allemagne vient de réduire l'immigration familiale, c'est quand même, et vient de faire quelque chose de symbolique extrêmement fort et qui est tout à fait discutable, je ne disconviens pas, c'est d'avoir passé un accord de fait avec le gouvernement taliban pour renvoyer des Afghans en Afghanistan. Et on a d'autres pays qui font ça. L'Italie ne fait pas venir des centaines de milliers de travailleurs, puisqu'ils vont avoir un bilan en 2024 qui est inférieur au nombre de travailleurs intégrés. C'est le rapport qui vient de sortir de l'OCDE par rapport à 2023. Ils font moins 26% d'introduction de travailleurs. Donc la discussion, c'est pourquoi il se passe tout ça. Mais parce que l'Union européenne, elle accumule des difficultés, en particulier économiques. L'Allemagne... Et démographiques. Oui, mais par exemple, la Chine a des difficultés démographiques, mais elle la compense avec l'automation. Didier Leschi, vous parliez de l'Italie. Alors justement, on va s'intéresser à une archive, ça remonte à il y a 2 ans, fin 2023. Giorgia Meloni décide de changer de cap dans sa politique migratoire. Regardez. Pour prendre le pouvoir en Italie, Giorgia Meloni avait misé beaucoup sur son discours anti-immigration. Il laisse entrer des milliers de migrants pour que les hommes aillent vendre de la drogue et que les femmes se prostituent. Eh bien moi, j'ai une autre idée de la solidarité. À chaque meeting, la chef de l'extrême droite italienne promettait de bloquer l'arrivée des migrants clandestins. 1 an plus tard, son gouvernement autorise les quotas d'immigration légale les plus importants depuis 12 ans. Dans l'agriculture, la restauration ou encore la pêche, 452 000 permis vont être accordés à des travailleurs étrangers entre 2023 et 2025. C'était une demande urgente des patrons italiens dans les secteurs en tension. Le pays vieillit, il ne trouve plus de main-d'œuvre. Yves Bertoncini, c'est le principe de l'immigration choisie, c'est ça qui est en train de s'imposer en Europe ?
C'est le principe que les Européens appliquent parce que nous sommes en repli démographique, en vieillissement, qu'il faut financer les systèmes de retraite, qu'il y a plein de secteurs qui sont en tension, donc comme on choisit nos immigrés. C'est l'Europe qui est en train de faire Italie, en Hongrie aussi, M. Orban n'accepte pas de demandeurs d'asile, mais il fait venir de très nombreux Asiatiques, notamment pour des usines en Hongrie, qu'il appelle des travailleurs invités. Donc c'est la réalité du choix que les Européens doivent faire, compte tenu de leur évolution démographique en particulier, de leurs besoins économiques, même si ça suscite une anxiété culturelle, une anxiété identitaire, parce que nous rétrécissons. Je voudrais quand même ajouter que les pays d'extrême droite, M. Orban est typique de cette démarche, sont dans une logique nationaliste de repli avec des accommodements, puisqu'ils font venir des travailleurs invités, que ce qui est à l'œuvre aujourd'hui en Europe, c'est une logique de droite, tout simplement. C'est-à-dire que les gouvernements sont assez largement à droite aujourd'hui, la Commission européenne est à droite, le Parlement européen est plutôt à droite, et que donc il y a un durcissement qui est aussi lié. Et ce n'est pas une logique d'extrême droite, parce que la logique d'extrême droite, ça serait repli nationaliste. Pas de solidarité entre les pays. Or, c'est ce qui est proposé. On verra si M. Orban accepte la solidarité de Mme Meloni. Là, ils sont 27 à avoir signé. Oui, absolument. Pardon, mais ce qui se passe là, Marie-Laure Bazilien, est-ce que ce n'est pas la conséquence du choix dans les urnes des électeurs européens aux dernières européennes? C'est-à-dire, voilà la politique d'immigration qu'on veut. Alors, le projet de règlement retour, il était antérieur à 2018. Enfin, le pacte asile-immigration. Voilà, le pacte asile-immigration, il a trouvé un terreau très fertile pour pouvoir être mis en œuvre. En même temps, aux élections de 2024, ceux qui étaient des groupes les plus à droite se sont vraiment alarmés du fait que le pacte n'était pas assez restrictif. Quand on lit les 1500 pages de ce document, on voit bien qu'il est très restrictif. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'on est en train de nier nos valeurs, alors qu'on est dans un environnement, lorsqu'on voit Trump, qui est dans la négation des valeurs fondamentales, où l'Europe a une possibilité de s'affirmer par ses valeurs, on est en train de dénigrer, de dégrader le droit d'asile notamment, qui sont des droits absolus et indérogeables. Alors, néanmoins, une enquête de Grand Continent révèle que 54% des Français perçoivent l'immigration comme une menace pour la cohésion nationale, donc contre 35% du côté des Italiens. Qu'est-ce que ça dit, ça ? D'abord, il faut voir que les Italiens sont effectivement dans une politique d'immigration choisie, c'est-à-dire que non seulement ils n'ont pas rempli leur quota de 420 000 comme ils l'avaient annoncé, mais par exemple leur première immigration, ce sont des Roumains, ils ont des accords sur des Asiatiques. En réalité, tout le monde veut choisir son immigration en fonction de ses besoins économiques. Est-ce que ça nie nos principes, comme le disait Marie-Laure Bazilien? Est-ce que ça nie nos principes ? Qui renierait nos principes, c'est de ne pas protéger ceux qui ont un besoin de protection. Voilà. Et dès lors qu'on a des instances indépendantes qui examinent les dossiers et qui décident qu'une personne n'a pas un besoin de protection, eh bien, à ce moment-là, il est normal qu'elle retourne dans son pays d'origine. Et c'est ça qui, aujourd'hui, n'est pas compris par les populations. C'est pourquoi elles ne retournent pas dans leur pays d'origine dès lors qu'elles ne relèvent pas d'un besoin de protection. Mais si c'était si facile, on l'aurait fait depuis assez longtemps. Ouais. Et donc, on verra bien si cette nouvel outil, les plateformes de retour, rendent le taux de retour un peu plus important. Mais je veux redire qu'il faut une logique européenne, parce que ce qui a aussi été décidé, c'est que pour les pays qui sont en difficulté, parce qu'il y a une pression migratoire dans 4 pays, la Commission le reconnaît, mais c'est des pays méridionaux. Du Sud. Voilà, du Sud. Et à ce moment-là, environ un peu plus de 20 000 demandeurs d'asile pourront être répartis dans les autres pays, y compris la France. Mais est-ce que, par exemple, M. Orban acceptera ça ? Deuxième chose, il faut une logique européenne vis-à-vis des pays de transit ou des pays d'origine, parce que ce n'est pas pays par pays qu'on va aller négocier. L'Union européenne a des outils. On peut par exemple dire, vous allez réadmettre. Il est beaucoup plus facile de négocier avec le Maroc quand vous êtes l'Union européenne qu'un accord douanier avec le Maroc en disant vous reprenez vos nationaux et puis nous, on est sympa avec vous du point de vue des accords commerciaux que quand on est au niveau seulement national. Et donc, il faut une logique européenne, un problème qui est européen, sachant que les demandeurs d'asile ne viennent pas en Grèce ou en Italie, ils viennent en Europe. C'est ça que les Européens essaient de mettre en place. Mais ce qui bloque depuis longtemps, c'est les résistances nationales, voire nationalistes. Oui, mais on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a quand même ces centres en Albanie qui existent et on peut quand même constater, a priori, que ça n'est pas un succès. Non, mais les demandeurs d'asile, en fait, on croit qu'on peut les instrumentaliser. L'immigration choisie, moi, ce que j'ai appris
sur toutes ces années, c'est que c'est souvent eux qui choisissent où ils veulent aller, que d'ailleurs souvent ils vont rejoindre des membres de leur famille ou des proches. C'est une diaspora qui viennent plutôt pour travailler. Toute la mythologie selon laquelle ils viennent prendre nos aides sociales est très largement exagérée. De même, je le dis, de même que l'idée, et les Européens viennent de le rappeler, que la France subit une pression migratoire maximale. La France n'a pas du tout été classifiée dans les pays qui subissent en Europe une pression migratoire maximale. Vous parliez tout à l'heure de Donald Trump, il a fait de la lutte, on sait, contre l'immigration l'une de ses priorités. Il espère convertir les Européens. Écoutez, c'était hier lors d'un meeting en Pennsylvanie. A lot of bad things are happening to Europe. You know that their immigration policies are so bad. It's so bad. They're destroying our beautiful Europe. I love Europe. They're destroying Europe, then they better do something. I'll give them just some free advice. I'm focused here, but I give them free advice. They better be careful because immigration and energy are going to destroy Europe. Didier Lesquet, est-ce qu'on est en train de suivre son conseil gratuit? C'est ce que disent les contempteurs de la politique d'immigration européenne. Je crois que l'exemple des États-Unis nous dit la chose suivante, c'est que si on n'arrive pas à maîtriser l'immigration irrégulière alors qu'on a une forte immigration régulière, on finit avec des murs. Si l'Europe ne veut pas terminer avec des murs, c'est-à-dire si elle veut continuer à avoir une immigration régulière, et parce qu'il y a des liens familiaux, des liens historiques entre des populations, il faut qu'elle arrive à maîtriser sa frontière, c'est-à-dire à renvoyer ceux qui ne relèvent pas d'un droit au séjour en France. Et c'est ça qui est en jeu dans l'ensemble des pays européens. Et effectivement, c'est un problème européen. Les Européens avancent. Et ce qui est, à mon avis, symbolique, c'est que c'est à partir du Danemark, des sociodémocrates qui ont fait reculer l'extrême droite et qui en même temps restent des sociodémocrates. Alors, ceci dit, quand même, au niveau de l'Union européenne, on a une chute des arrivées de migrants en situation irrégulière. 20%. Moins 40% il y a 2 ans, moins 30% l'année dernière, moins de 250 000 personnes qui arrivent pour un continent de 450 millions d'habitants. Lorsqu'on sait les nationalités de ces individus... On va terminer à 850 000 demandeurs d'asile dans l'Union en 2025. 850 000 demandeurs d'asile dans l'Union. Marie-Laure Basilien, terminez c'est votre quand même phrase. pas rien. Attendez, Marie-Laure Ils Basilien, viennent de zones de phrase. conflit, comme l'Afghanistan, la Syrie, l'Érythrée, le Soudan. On ne peut pas ne pas reconnaître la protection internationale à ces personnes qui sont en besoin de protection au nom de nos valeurs, les piliers du droit international des droits humains. Mais bien évidemment, il y a des gens qui ont besoin de protection. Mais on a eu pendant des années, par exemple, comme première nationalité en demande d'asile en France, des Géorgiens, des Albanais. On a aujourd'hui une forte pression de Turcs qui ne sont pas des Kurdes et qui ne relèvent pas d'un besoin de protection. Les organismes de protection en Allemagne, en France et ailleurs sont des organismes qui répondent aux normes internationales et ce ne sont pas en soi des méchants. Donc quand ils décident que quelqu'un n'a pas un besoin de protection, eh bien c'est qu'il n'a pas un besoin de protection et qu'il doit repartir. Très bien, merci à tous les trois d'avoir débattu de façon vigoureuse, extrêmement courtoise comme toujours. On va rester dans l'actualité, mais vu par Xavier Mauduit et Marie Bonisseau, on va évoquer la sortie du journal d'un prisonnier de Nicolas Sarkozy. Il paraît que ça se lit bien, mais il n'est pas le premier à verser dans l'épiphanie carcérale. Et puis on évoquera le soutien d'un basketteur français absolu star de la NBA à un fabricant de meubles vendéen. Un conte de fées, paraît-il. Mais avant ça, le mot vedette du jour, loi antitrust. La Warner est très convoitée, c'est entendu. La politique antitrust de Donald Trump intente un procès antitrust. Violation des lois antitrust. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Loi antitrust, du latin lex, la règle, du préfixe grec anti, contre, et du vieux norrois traust, la fidélité, désigne une mesure légale prévue pour empêcher un monopole qui entraverait la libre concurrence. Dans la rixe financière pour racheter Warner Bros., si Netflix l'emportait face à Paramount, elle pourrait se heurter à la loi antitrust américaine. Le 7 décembre, le président Orange a estimé que la putative déglutition pantagruélique, contrée depuis du numéro 3 du streaming par le numéro 1, soit 426 millions d'abonnés au moins contre 128 millions pour le suivant, pourrait être un problème et promis qu'il serait impliqué dans la décision de l'autorité de la concurrence. Au pays du dieu dollar, tricher avec la concurrence est un quasi-blasphème. En 1890, alors que des conglomérats creusent leur monopole, le Sherman Antitrust Act fait barrage. Son auteur claironne « Si nous refusons qu'un roi gouverne notre pays, nous ne pouvons accepter qu'un roi gouverne notre production, nos transports ou la vente de nos produits. » Les autorités américaines évaluent si l'entreprise est en position dominante, si elle exclut ses concurrents, si elle nuit aux consommateurs et à l'innovation. En 1911, la loi antitrust américaine démantèle le roi du pétrole et celui de la clope.
contraint le roi des fenêtres à un contrôle strict en 1990 et menace toujours certains rois gloutons de la tech. L'UE dispose aussi d'un arsenal antitrust qui peut rogner de 10% le chiffre d'affaires annuel mondial du filou. En 2008, elle rectifie d'1,4 milliard les pratiques anticoncurrentielles de 4 fournisseurs de l'industrie auto. Depuis 10 ans, elle malmène les techies américaines. Et le 4 décembre, elle a encore ouvert une enquête antitrust sur l'IA de Meta. Triste trust. Merci, monsieur Nolte. Bonsoir. Oh, étincelant, rutilant, mais pas vous. Un scolaire, petit écolier. Voilà. Bonsoir Marie et bonsoir Xavier. Alors, c'est aujourd'hui qu'est paru, mais oui, depuis ce matin en librairie, le journal d'un prisonnier, le livre écrit par Nicolas Sarkozy et édité par Fayard, maison appartenant à monsieur Bolloré, où il raconte ses 3 semaines en prison. Et c'est l'occasion de revenir aux origines de la littérature carcérale, Elisabeth. Oui, parce que c'est sans doute à partir de l'an 523, alors qu'il est emprisonné du côté de Pavie, que Boès compose sa Consolation de la philosophie. C'est un ouvrage majeur dans l'histoire de la pensée, alors qui est le fruit d'une triste histoire qui aurait pu très bien commencer, parce que Boès appartient à une grande famille de la Rome antique, enfin une famille puissante, une famille de patriciens, une famille chrétienne, et il assiste au bouleversement de l'Empire. Vous savez, c'est le moment où arrivent les Visigoths avec Théodoric qui est chrétien lui aussi, et qui s'inscrit dans la lignée des empereurs romains avec son palais à Ravenne. Et Boès devient le conseiller, il est très proche de Théodoric, c'est son principal ministre. Il est même consul à un moment jusqu'à la disgrâce à cause d'une trahison. Enfin, il est accusé, il est innocent évidemment, accusé de trahison, c'est-à-dire qu'il aurait, dans le secret, comploté en faveur de l'ennemi, l'empereur de Byzance. Et donc il va en prison. Oui, il va en prison du côté de Pavie, Papri, mais là, alors ça se passe pas, là c'est très très dur comme incarcération, il y a de la torture, et donc c'est pendant ce temps d'incarcération qu'il compose son ouvrage de la Consolation de la philosophie. Alors, le principe est assez simple, en fait. Boès imagine être visité dans sa cellule par l'allégorie de la philosophie, et il nous explique comment ça se passe, il discute, alors l'histoire ne dit pas s'il mange des yaourts à ce moment-là. C'est une référence dans l'histoire de la littérature carcérale, parce qu'on est vraiment là aux origines de ce genre-là. C'est surtout un moment très important de la pensée, parce que nous sommes à la charnière entre une pensée antique et la pensée du Moyen-Âge. Et là, vraiment, Boès accompagne cela. Et d'ailleurs, cette œuvre a un écho gigantesque pendant les siècles qui suivent. Elle est authentiquement comparable à la pensée de saint Thomas, de saint Augustin. Vous voyez, c'est vraiment les grandes références du Moyen-Âge, avec de très belles phrases, vous voyez, à l'image du désert, la vie intérieure se fortifie en prison. Laissez tomber, ça c'est Sarkozy. Alors, non, je suis trompé. Boès, c'est complètement autre chose. Boès, c'est le malheureux qui déserte la vertu cesse d'être un homme. Ça, c'est très, très beau aussi. C'est lourd de sens et très fort. Et dans les deux cas, qu'il s'agisse de Boès ou de Sarkozy, il y a un lien quand même. Ça se lit bien. Oui, c'est ça, c'est ça. Merci, monsieur Mauduit. Alors, Marie, Rudy Gobert, il est français, il est basketteur, il est très grand. C'est une star de la NBA, il est très riche, il est millionnaire, et il a sauvé de la faillite un petit fabricant de meubles français, Gauthier, adorable. Ouais, ça, c'est une belle histoire. Ce soir, une belle histoire de PME. Moi, j'adore. Alors, j'ai vraiment une passion pour les entreprises. Je ne sais pas si vous regardez aussi celles qui s'incrustent sur les maillots des équipes sportives en foot, notamment, ça a donné... Mais oui, il faut toujours regarder, ça donne des sponsorings absolument mythiques. L'OM Marseille 1980, regardez leur maillot, ils étaient soutenus par le Zone Marseille, tout simplement. C'est bien, ça. Ou alors un arbre magique, je trouve ça très graphique, qui va accompagner le club italien de la Spedia à la fin des années 90. Et mon préféré, évidemment, ce sont des Anglais. Un petit club du North Yorkshire qui porte fièrement les couleurs d'une marque locale de saucisses. Voilà, trêve de ricanement. Il arrive que la petite PME se juche sur les épaules d'un géant. À Cholet, dans l'ouest de la France, il y a un très bon club de basket qui est aussi notamment connu pour son centre de formation. Début des années 2010, arrive un sponsor qui est du coin, un fabricant de meubles vendéens, donc ce sont les meubles Gauthier, entreprise familiale qui s'est lancée dans les années 60 dans un secteur très nouveau à l'époque, c'était les lits pour enfants. Donc ils ont commencé à proposer des chambres pour enfants, et vous voyez, un lit Tipeee, un lit voiture, c'est très amusant. Or, au centre de formation de Cholet, il y a besoin de quoi ? Il y a besoin de lits, parce qu'il faut les faire dormir, tous ces jeunes basketteurs, et que c'est très compliqué
de faire entrer un apprenti basketteur dans un lit, parce que ça dépasse par en haut, ça dépasse par en bas. C'est ainsi que Gauthier commence à équiper les chambres des sportifs de Cholet avec des lits sur mesure, pour notamment le plus grand de toute l'équipe, c'est Rudy Gobert, il fait 2,16 m, et il va devenir le chouchou des meubles Gauthier, parce on le sent que ce gamin, il ira loin. Le fabricant de meubles fait même fabriquer des mannequins taille réelle de Rudy, avec ce slogan « Avec Gauthier, j'ai bien grandi ». Voilà, c'est une publicité comme une autre. N'empêche qu'une décennie plus tard, Rudy Gobert est le sportif français le mieux payé au monde. Il a signé un contrat faramineux avec l'équipe des Utah Jazz. C'est de la NBA, c'est les États-Unis, on est très très loin de la Vendée. Sauf que cet automne, l'entreprise Gauthier vacille, elle est en redressement judiciaire, et la superstar de basket, qui joue maintenant dans le Minnesota, fait partie du groupe d'investisseurs qui va prêter un total de 14 millions d'euros pour remettre Gauthier à flot. Comme quoi, on n'oublie jamais ses premiers maillots. Si quelqu'un veut me sponsoriser, je suis en recherche de table basse en ce moment. Et je mesure entre 1 mètre et 2 mètres. Oui, ça dépend des jours. Voilà. Ça, c'est variable. Et lui, c'est la reconnaissance du matelas, quoi. Formidable. Merci à tous. À demain, 20h05. Tchuss, bis morgen.